À quelques jours des congés de Noël, les autorités ivoiriennes préoccupées par la résurgence de la violence à l'école, la police est appelée en renfort. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un salon pour promouvoir le plaisir de la lecture chez les enfants. Rencontre organisée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Enfin, en Asie du Sud-Est, l'Indonésie confrontée à un grave problème de gestion de ses déchets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le pont Charles de Gaulle, désormais ouvert à la circulation après de longs travaux de réhabilitation. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé aujourd'hui la cérémonie de réouverture de l'ouvrage. L'occasion pour le chef du gouvernement ivoirien d'annoncer la rénovation du pont Félix Houphouët-Boigny en 2016. Je vous le disais à l'instant, la violence dans le milieu scolaire ivoirien ressurgit et à quelques jours des congés de Noël, la psychose s'accroît. En effet, depuis le 14 décembre dernier, des individus souvent munis d'armes blanches perturbent violemment les cours dans certains établissements secondaires du district d'Abidjan. La police est venue en renfort. Mercredi 16 décembre, 9h30, lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. C'est jour d'école et pourtant, les salles de classe sont vides. Dehors, dans la cour, l'atmosphère est lourde. Des élèves attroupés, d'autres manipulant leur téléphone. Comme chaque année, à l'approche des congés scolaires, des individus non identifiés viennent déloger les élèves perturbant les cours. Depuis ce lundi, on assiste à des scènes de violence dans certaines écoles. Ce mercredi, ces individus non identifiés étaient au lycée municipal d'Adjamé-Williamsville. Depuis le lundi, nous avons eu la visite des individus qui n'ont rien à voir avec le lycée. Ils sont venus siffler et lancer des pétards. Ils ont délogé les élèves à 10h. Avec l'aide de la police, nous les avons repoussés. Nous pensions que le mardi allait être une bonne journée. À partir de 10h, nous avons constaté un groupe de badauds entrer dans le lycée, jeter des pierres, des pétards, des gourdins. Hier, je n'étais pas là, mais les échos que nous avons eus ont indiqué que le lycée s'était transformé en champ de bataille hier. Et donc, dans ce climat-là, comprenez qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller en classe. Dans la panique générale, les intrus ont fait 6 blessés à l'arme blanche. Ils sont venus au bureau des professeurs, dont nous les avons bloqués à la porte. Ils avaient des armes blanches, ils étaient armés. C'est vrai, moi, ils m'ont piqué au doigt. J'ai rentré dans le lycée, et puis il y a un qui a enlevé le couteau. Il a voulu me piquer. Dans me traînant maintenant, lui, il n'a pas pu me piquer. Donc là, il y a un qui a soulevé le bois, et puis il m'a allumé avec. Monsieur est venu, bon. Malgré l'atmosphère d'insécurité, certains professeurs tiennent à terminer le programme. Mais les élèves sont peu nombreux. Mes élèves sont en cadre d'examen. J'ai toujours dit à mes élèves qu'au Liban, pendant la guerre, les élèves vont à l'école. Donc je leur donne cet esprit. Alors, ça fait que souvent ils sont là. Au lycée municipal d'Atikoubé, la prévoyance a payé. Depuis des semaines, des mesures de sécurité ont été prises. Vu le contexte, depuis pratiquement 2 semaines, le commissaire de police du 37e envoie chaque jour des éléments. Monsieur le proviseur a vu également la base marine qui est existante, voilà, qui envoie des agents qui supervisent et pour s'assurer que tout se passe bien. Perturbation des cours, jet de pierres, de pétards, intimidation du personnel administratif. Tout est utilisé par ces jeunes perturbateurs pour empêcher la poursuite des cours. Mais difficile de les arrêter parce que tous les ans, c'est le même scénario qui se répète dans les établissements scolaires. Des explications de Kone Paragasoro et Barakissa Bamba. Toujours en Côte d'Ivoire, un salon entièrement consacré aux livres pour enfants. L'événement qui en est à sa toute première édition va se dérouler du 16 au 19 décembre prochain. Il s'agit de promouvoir la lecture chez les enfants d'âge scolaire. Et c'est une initiative du ministère de la Culture et de la Francophonie. On va maintenant s'intéresser à ce concours pour initier les étudiants à la prise de parole en public. Cet événement en est à sa 3e édition et il a été remporté par le jeune Aïwo Kevin. Les épreuves se sont déroulées au jardin botanique de la commune de Bingerville. Aïwo Kevin, grand vainqueur du concours du discours le plus convaincant.
Étudiant en sciences politiques, le jeune homme dévance 9 autres concurrents de cette compétition d'art oratoire. C'est le calme et la tranquillité dans l'esprit, parce que déjà se préparer verbalement et mentalement ne suffit guère, mais il faut savoir gérer son trac et son stress. Et je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu peut-être la chance de pouvoir le faire. La prise de parole en public, exercice difficile mais pas impossible. Selon les initiateurs, ce concours est donc un cadre pour mieux apprendre à s'exprimer devant une assemblée. Ça m'a apporté le fait de pouvoir mieux me sentir dans ma peau, d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir, n'est-ce pas, exposer les différentes idées que j'avais à l'intérieur de moi. Cela va apporter un plus à notre vie puisqu'on a appris un certain nombre de techniques qu'on ne maîtrisait pas forcément avant. Il faut savoir exprimer ses idées sans brimer les autres. Et je pense que c'est ce à quoi l'art oratoire nous interpelle. L'art oratoire pour moi c'est quelque chose de très passionnant. C'est arriver à subjuguer un auditoire, c'est arriver à permettre de réunir des personnes autour d'une idée qu'on veut partager. On remarque que parfois les étudiants ont la tête bien remplie avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses à partager, mais n'arrivent pas à s'exprimer clairement en peu de temps pour partager ces idées. Donc c'était vraiment l'objectif du concours, d'améliorer leur performance et de leur faire prendre le goût de la parole. Ce concours destiné aux étudiants est à sa 3e édition. Il vise à promouvoir l'art oratoire comme un instrument de paix et de cohésion sociale chez les jeunes. Des précisions de Konaté Moussa. Parlons à présent du quotidien des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. La plupart rencontrent souvent des difficultés quant au financement de leurs activités. Ce problème a donc été débattu récemment lors d'une rencontre organisée par des institutions financières. Justine Seydjike et Frédéric Oulaï. Comment résorber le manque de financement des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire? Une préoccupation pour les institutions financières et bancaires ainsi que le gouvernement ivoirien pour qui les micro, petites et moyennes entreprises, surtout celles dirigées par les femmes, contribuent à la croissance économique. Le gouvernement tient à l'épanouissement des femmes et à leur contribution à la croissance économique à travers le soutien constant qu'il a toujours démontré. 64% d'entreprises de femmes n'ont pas accès au crédit et 60% de femmes ont des difficultés pour avoir le financement de leurs activités. Fort de cela, la SFI, Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale en collaboration avec une structure bancaire de la place, œuvre depuis quelques années à lever les barrières pour leur faciliter la tâche. On est aussi en train de développer le système de récépissé d'entreposage qui permettrait aux femmes et à toute personne de nantir un produit, que ce soit des matières premières ou des produits finis, et sur la base de ce nantissement pourrait se faire financer sur la valeur de ce nantissement. Nous avons signé un accord de partage de risque en décembre 2013 et dans cet accord, en liaison avec la SFI, nous avons décidé que ce montant global de 40 millions de dollars, soit à peu près 20 milliards de francs CFA, 10% soit adressé à l'entrepreneuriat féminin. Cette rencontre sera donc l'occasion pour les femmes chefs d'entreprise d'exposer leurs difficultés et attentes pour un meilleur financement de leurs activités. En Afrique du Sud, des mécontentements populaires à Pretoria et Johannesburg. Quelques milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui pour demander la démission du chef de l'État sud-africain. Selon les manifestants, le président Jacob Zuma a plongé l'économie du pays dans la tourmente en évinçant son ministre des Finances. L'Europe, toujours en guerre contre le terrorisme. 2 personnes soupçonnées de lien avec les attentats qui ont fait 130 morts à Paris le 13 novembre dernier ont été arrêtées dans un foyer de migrants à Salzbourg, dans l'ouest de l'Autriche. Selon un média autrichien, les 2 suspects seraient de nationalité française. Plus loin en Asie du Sud-Est, le bilan des victimes du typhon Mélore revu à la hausse aux Philippines. 11 morts selon les autorités. La catastrophe a provoqué d'importantes inondations et privé des millions de personnes d'électricité. La gestion des ordures ménagères et autres déchets, un véritable casse-tête en Indonésie. Les décharges illégales dont Bantar Gebang à Jakarta ont en effet un impact énorme sur l'environnement. Elles constituent cependant une source de revenus pour les populations pauvres des alentours.
l'équivalent de 120 terrains de foot couverts de déchets. Au sud de Jakarta, Bantar Gebang est l'une des plus grandes décharges au monde. 6500 tonnes de détritus arrivent ici tous les jours et avec elles une armée de travailleurs venus chercher quelque chose à recycler. Avant, je trouvais que ça sentait vraiment très mauvais. Mais maintenant ça va, je me suis habituée. Ce sont des familles entières qui s'installent ici pour récupérer tout ce qui peut l'être. Il serait environ 6000 à travailler dans la décharge. Je gagne environ 150 000 roupies en 2 jours. Cela fait environ 10 € par jour, une somme non négligeable dans un pays où près de 40% des habitants vivent avec moins de 2 € par jour. Face à l'afflux de population, les autorités ont commencé à fournir des services publics. Mais dans l'école de la décharge, les maladies sont courantes. Infections de la peau, problèmes respiratoires ou parasites intestinaux. Je suis très inquiet pour la sécurité des enfants. Ils travaillent dans un environnement dangereux. C'est pour ça qu'on leur propose des activités ici. Le gouvernement a bien promis de construire un centre de traitement ultra moderne, mais certains experts insistent, le problème doit être traité à la source. La chose la plus importante, c'est d'apprendre à tous les citoyens de Jakarta comment trier leurs déchets ménagers. Ceux qui doivent aller à Bantar Gebang et ceux qu'ils peuvent traiter chez eux. En attendant, les déchets s'empilent. Et avec 10 millions d'habitants et un développement constant, difficile de croire que Jakarta pourra se passer à court terme de Bantar Gebang. Toujours concernant l'Asie, sachez qu'un important commerce émerge sur le continent. Il s'agit des ventes aux enchères. Comment se déroule-t-elle? Que vend-on et à quel prix? Regardez. Il n'y en aurait que 2 exemplaires dans le monde. Un appareil photo dissimulé dans un paquet de cigarettes. Un gadget à la James Bond inventé pour l'armée américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette vente aux enchères d'appareils photo rares ou insolites à Hong Kong s'inscrit dans une nouvelle tendance, les ventes spécialisées. Je fais toujours mes devoirs avant de venir et je choisis toujours les meilleurs dans le catalogue. Je choisis les 10 meilleurs qui sont d'après moi à un prix raisonnable et tous les prix au-delà, je n'achète pas. Les maisons d'enchères ont dû s'adapter au ralentissement de l'économie chinoise qui a des répercussions jusque dans les salles de vente. Si on compare le marché d'aujourd'hui à ce qu'il était en 2010-2011, quand il y avait beaucoup de capitaux fébriles qui arrivaient de Chine et se déversaient sur le marché, alors tout était vendu, les gens arrosaient avec leur argent. Eh bien, on est très loin de cette ambiance-là maintenant. L'Asie reste tout de même la meilleure perspective de développement pour les maisons d'enchères. Ainsi, depuis quelques années, les grandes maisons britanniques se tournent vers cette clientèle exigeante. Il y a une nouvelle génération de collectionneurs qui arrivent et qui sont de fins connaisseurs. Ils veulent avoir accès à des œuvres très variées, à des prix différents. Pour preuve, ce dernier record, un nu couché de Modigliani, vendu pour 170 millions de dollars à New York, à un ancien chauffeur de taxi chinois. Je vous souhaite une très belle fin de soirée sur RTI2 et à très bientôt.